Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui, un épisode très particulier puisque nous sommes en présentiel au campus cyber avec pour invité Gaël Musquet. Bonjour Gaël. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Chauvel. Bonjour. Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors pour commencer, Gaël, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors, je suis Gaël Musquet, je suis né en Guadeloupe en 1980. J'ai été victime à 9 ans d'un ouragan, l'ouragan Hugo, qui a ravagé mon île. Et c'est un des points de départ de mon engagement dans la tech sur l'usage des nouvelles technologies pour la prévention des catastrophes. Je suis arrivé ici dans l'Hexagone en 2001 pour devenir ingénieur. Ce que j'ai appris à faire à l'école, c'est la météorologie instrument. Donc moi, vraiment, je suis un spécialiste des capteurs. Je suis électronicien. C'est vraiment ce que j'ai appris à faire à l'école, concevoir des capteurs, les embarquer dans des véhicules, des bateaux, des ballons, des satellites. Et voilà, moi, je suis un féru de technologie, féru de capteurs et d'électronique, de systèmes embarqués. Et j'ai très naturellement dérivé vers la cyber parce qu'on m'a souvent demandé de sécuriser tout ça. C'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui au campus cyber. Tu es modeste, est-ce que tu n'as pas parlé des décorations que tu avais reçues aussi ? Alors oui, je suis aussi chevalier de l'Ordre national du mérite depuis 2019 pour mes travaux humanitaires autour de la prévention des risques majeurs, sur des exercices de tsunami, sur des missions humanitaires avec SOS Méditerranée, qui m'ont amené un peu par Mont et par Vaux pour travailler, et c'est ce que je me suis juré enfant, vraiment travailler sur la protection des populations, la prévention des risques majeurs pour éviter que les gens ne meurent, ne soient blessés ou qu'il y ait de destruction en fait liée à tout ça. C'est ce qui fait qu'on me voit à la fois au campus cyber et parfois de temps en temps sur des plateaux télé, malheureusement toujours quand on a des situations critiques comme des épisodes neigeux, des tempêtes, des séismes et des tsunamis, malheureusement. Et au campus cyber, alors, qu'est-ce que tu fais de beau ? Alors, au campus cyber, je travaille au Lab Cyber, qui est un programme du PTCC, du programme de transfert au campus cyber, qui vise à rapprocher les mondes académiques des mondes industriels dans la cybersécurité, qu'on arrive au final à parler la même langue. Donc moi, je suis vraiment concentré sur les aspects matériels, vraiment de l'électronique, de l'informatique, des systèmes embarqués, la radio. Je suis aussi radio-amateur. Et donc, j'essaye ici, au campus cyber, au quotidien, d'accompagner les résidents sur leurs problématiques matérielles, à la fois sur des systèmes en production, des objets et des systèmes dans le cadre de projets personnels. Et toutes les 2 semaines, j'anime un hacking show qui est un peu pour moi un peu un spectacle de stand-up où je parle de cybersécurité sérieusement, sans me prendre au sérieux. 1 heure à table entre midi et 2 où je prends une thématique. Je traite des sujets de la cybersécurité pendant que tout le monde mange. Alors, pour faire envie aux auditeurs, est-ce que tu peux citer les sujets que tu as déjà traités ? Alors, j'ai traité la cybersécurité de la distribution du temps, donc le rôle en fait des serveurs PTP, Precise Time Protocol, NTP, Network Time Protocol, l'importance que la cybersécurité de ces systèmes revêt pour nos économies, nos transports et évidemment toute la partie alimentaire, la navigation. J'ai traité la cybersécurité dans le spatial, la cybersécurité dans le maritime, la cybersécurité des véhicules. Alors, à chaque fois, je précise, avec des démonstrations de piratage. Ah oui, l'objectif, effectivement, c'est de ramener à table le matériel pour que les gens puissent toucher. On parle trop souvent, malheureusement, y compris au campus cyber, de cybersécurité logicielle et de réseau. Bon, c'est bien, c'est super, mais tout ça, c'est pas magique. Ça tourne sur du matériel, sur des machines. Donc l'idée, c'est vraiment à table, descendre le matériel du lab, descendre et ramener du matériel personnel et que les gens puissent à table découvrir physiquement qu'est-ce que c'est que la cybersécurité au sens matériel du terme. Alors, tu as traité aussi tout ce qui était sans fil. Du Bluetooth, tout à fait. Quoi d'autre encore ? Des vulnérabilités sur les systèmes de transmission spatiale. J'ai traité aussi le rôle des radioamateurs dans la cybersécurité, à quel point nous, radioamateurs, on est souvent à l'origine d'innovation, mais aussi de surveillance et de supervision du spectre. Cybersécurité aérienne avec tous les protocoles de transmission radio dédiés à l'aérien, la CARS, la DSB, les futurs protocoles de navigation comme le VDES qui va supplanter l'AIS, qui est un protocole de navigation. Bref,
tout ce que l'on peut avoir avec, ici au 13e étage où on est en train de faire ce podcast, au-dessus, au 14e étage, qui n'est pas accessible, un plateau technique radio. Donc, j'ai colonisé le toit du campus pour pouvoir installer des antennes radio, des récepteurs et des émetteurs radio pour observer, faire de la signal intelligence, observer le spectre radio autour du campus cyber. Tu as installé tout un tas de systèmes radio. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y a puisqu'on n'a pas accès. Et il n'y a que toi qui vois ce qui est écouté et tout ça est légal? Alors, sur l'écoute, alors là, on est surtout sur des systèmes de navigation. Donc, je vais écouter les transpondeurs des avions, des bateaux qui naviguent sur la Seine. Je vais écouter de la télémétrie Starlink. On va écouter quelques satellites et bacs à sable et satellites radioamateurs. Alors, il n'y a pas que moi qui ai accès. Des résidents ont accès aussi à ces données quand ils en font la demande. Là, on est en train de finaliser l'installation d'une horloge atomique. Donc, on va distribuer le temps au campus, donc serveur NTP évidemment de base, mais aussi pour les résidents qui en ont besoin, une master clock avec du PTP. Donc, on va pouvoir, pour les collèges banque assurance, par exemple, vraiment travailler sur les normes type MiFID 2 avec des horloges hyper stables. On est en train de finaliser aussi l'installation de la même horloge, mais cette fois-ci pilotée par des satellites GNSS, donc Galileo, GPS, Baidu chinois, QZSS japonais. L'idée, c'est que voilà, on perd cette horloge atomique pilotée par satellite sur le toit du campus. On n'a plus de satellite, on a du brouillage, on a du spoofing, on a l'usurpation d'identité. Comment on fait? On est encore en train de valider les spécifications électromagnétiques de l'horloge. On a une horloge atomique autonome. Et si jamais on nous coupe le courant, elle a suffisamment de batterie pour tenir une bonne année et ne pas dépendre de systèmes temporels externes au campus ou spatiaux si jamais Armageddon ou un vent solaire faisait qu'on perde toutes nos constellations de positionnement par satellite. Et quand tu fais des démonstrations avec ta voiture, comme dans certains salons, manifestations, on l'a vu à l'EHAC, on l'a vu à UBIS, c'est dans quel cadre que tu fais ça avec ta propre voiture? Alors, moi, ce qui m'a rendu fou quand j'ai commencé à m'intéresser à la cybersécurité automobile, c'est à quel point nos constructeurs nationaux étaient extrêmement fermés sur la question. C'est-à-dire que quand on veut faire de la cybersécurité automobile, si on n'est pas issu de cette industrie, si on n'est pas un équipementier, si on n'est pas un grand laboratoire national, on a très peu d'interactions avec les acteurs de la cybersécurité automobile. Alors ça, c'est un peu vrai de tout le monde. J'ai connu la carte à puce, j'ai connu l'aéronautique. Je ne connais pas bien le maritime, mais j'imagine que si tu n'es pas du sérail, c'est difficile de rentrer, de te faire entendre ta voix. En fait, quand tu vas à l'étranger sur d'autres événements cyber, comme la DEFCON ou d'autres événements aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, par exemple, on a des cars hack village. On a même des maritimes hack village où pas mal de personnes ramènent des véhicules et où on travaille ensemble sur les calculateurs et sur les véhicules. Le cas du CCC, c'est pas quand même unique au monde? Non. Là, on a pratiquement toutes les communautés hors France ont des cars hack village. Vraiment. On a vraiment des corners avec... Alors, on a des personnes extrêmement compétentes sur ces sujets-là, au hack par exemple avec l'Electrolab qui fait des démonstrations régulièrement, mais cette culture du hacking de voitures, j'avoue que je me sens souvent seul à ramener ma voiture et montrer ce qu'on peut faire et par où commence et par où finit la cybersécurité sur une voiture. Donc moi, ce que j'ai voulu, c'est ramener un véhicule d'un constructeur qui est assez lié aux communautés, open source, open hardware, avec la fondation Linux, Automotive Grade Linux notamment, avec AGL, avec aussi la fondation Eclipse, avec SDV, Software Defined Vehicle, sont les deux fondations pour moi qui représentent ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut faire, parce que ce sont des systèmes aujourd'hui qui sont en production. Et mon objectif, c'est à chaque événement cyber, ramener l'état de l'art concentré dans ma voiture de ce qui se fait en matière de cybersécurité dans les voitures et par extension souvent dans d'autres types de véhicules comme des bateaux, des trains ou des avions. Oui, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a un autre événement de hacking automobile qui s'appelle Point to Own et il y a des millions de dollars en jeu. Donc forcément, les gens ne sont pas très ouverts à la communication sur les failles qu'ils trouvent et sur le sujet, quoi. Mais en fait, tu vois, ce qui est frustrant, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il faut justement des milliers de dollars pour commencer à faire de la cybersécurité automobile. Or là, si tu veux, avec les fondations Linux et Eclipse, on est pour quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros en capacité de faire des TP. Il faut qu'on forme des ingénieurs, il faut qu'on forme des techniciens, il faut qu'on forme des hackers éthiques sur ces questions-là. Les normes évoluent.
Elles ont permis, ces normes automobiles, de réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes. C'est super. Mais il ne faudrait pas que cette informatisation des véhicules, tous véhicules confondus, avec des problématiques cyber, ne nous fasse perdre les gains en vie sauvée grâce à la sécurité routière. Donc c'est très important que l'on ait plusieurs paires d'yeux et de cerveaux capables d'auditer, de regarder ce qui se passe dans les calculateurs, dans les systèmes d'infotainment des véhicules. Et là, je remercie énormément les communautés open source sur ce sujet-là, notamment la Fondation Linux et la Fondation Eclipse, parce qu'elles ont vraiment réduit le coût d'accès à la connaissance et à la mise en pratique de ces systèmes embarqués dans les véhicules. Alors, c'est vrai que le ticket d'entrée est pas cher. D'ailleurs, il y a eu plusieurs numéros du magazine MISC consacrés au sujet qui permettent de commencer un lab chez soi. Par contre, moi, je parlais plutôt des primes sur les failles trouvées et du coût d'un rappel ou de mise à jour d'une flotte de véhicules qui, là, se chiffre pour le coup en millions d'euros. Mais effectivement, ce n'est pas le chercheur qui paye ce coût-là. Moi, mon sujet, ici, au campus cyber et dans les écoles où j'enseigne, c'est que... je vois beaucoup d'enfants, de jeunes, y compris dans les lycées techniques. Là, j'ai eu quelques manifestations autour de la maintenance des véhicules électriques. Là, on est vraiment dans des lycées techniques. Le coût d'accès au matériel et au logiciel sur l'automobile pour pouvoir former des jeunes qui seront en poste sur des véhicules électriques, des véhicules de plus en plus automatisés, est très important, très élevé. Ce qui réduit, de facto, les hackers éthiques capables d'aller sur du phone-to-own. Parce que c'est souvent ce qui m'est posé comme question autour de ma voiture. C'est par où je commence. C'est quoi le Hello World du hacking de voiture? Ça, c'est le 101. Par où on commence? Et je ne peux pas renvoyer ce jeune, cette TPE, PME à des équipements sur banc qui valent plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers d'euros, ou juste la voiture. C'est ça aussi qui est chaud. C'est que pour commencer à faire du hacking de voiture, il y a 4-5 ans, j'aurais dit il vous faut une voiture. Sauf que la voiture, elle roule. On n'a pas envie de la briquer comme un téléphone ou un ordinateur portable qu'il suffit juste de rebooter. Moi, ma voiture, je l'ai briquée 5 fois. Merci Toyota de me l'avoir réparée 5 fois, mais je l'ai briqué ma voiture 5 fois. À 35 000 balles la bagnole, ça fait cher la brique. Bon, ça, j'ai envie d'éviter ces désagréments aux personnes qui ont envie de commencer et qui ont envie de s'entraîner pour ensuite aller sur des grands challenges internationaux comme Pontoon. C'est facile, il suffit d'acheter une Trabant, ça coûte moins cher. Et pour tous nos éditeurs qui aimeraient faire comme toi, tu fais comment pour être financé, pour faire toutes ces recherches et démonstrations de piratage? Je fonctionne de plusieurs manières. Alors, j'ai très tôt pu goûter à l'esprit communautaire dans les associations, dont une que j'ai cofondée comme OpenStreetMap France. Et c'est vrai que dès la naissance et la jeunesse d'OpenStreetMap en France, en 2011, la création de l'association, on a des grandes maisons comme la Fondation de France qui ont voulu soutenir les travaux communautaires des communautés open source, open data. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'ai des copains, et je les remercie encore, qui me prêtent, qui me donnent du matériel. Et ça n'a pas de prix au-delà du coût de ce matériel-là. Ce sont des ressources de boîtes françaises. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques. C'est comme tu le souhaites. Si les gens qui t'ont permis de faire des installations sur le toit sont d'accord pour être cités, tu as le droit de les citer. Je prends le cas d'Amarisoft, qui est une boîte qui a été créée par quelqu'un d'éminent, Fabrice Bellard. Je prends le cas d'IoT.bzh avec Foulou Parfol et ses équipes que je remercie énormément. Je parle de YesWeHack, de Clever Cloud. Toutes ces personnes, tous ces copains, toutes ces boîtes françaises, ce sont elles qui m'ont permis d'avoir accès à du matériel, à de l'information, qui m'ont encouragé. C'est pas juste de l'argent, c'est pas juste du matériel, c'est aussi pour moi une reconnaissance de mes pairs et des encouragements qui sont hyper précieuses et précieux dans les nuits blanches. Je pense que vous êtes tous cassé la tête sur des solves, sur des binaires qui lâchaient pas. Et on a besoin aussi de ce soutien moral, au-delà de la finance, au-delà du soutien. Et donc, je tiens vraiment, et j'en profite pour les remercier parce que c'est du matériel que j'aurais jamais pu me payer. Et là, sur les prochaines semaines et prochains mois, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais FR Alert, le dispositif d'alerte des populations, il a été mis en œuvre en 2022. On a fait voter l'article 110 à la Commission européenne en 2018. Mais c'est 2016, Fabrice Bellard qui me donne un téléphone et une Inote B pour que je parte en Guadeloupe, à Marie-Galante, tester le cell broadcast in situ, in vivo, sur un exercice de tsunami. On a évacué plus de 500 000 personnes dans 48 États de la Caraïbe.
Ça vaut tout l'or du monde parce que derrière, je reviens sur le continent européen, je suis auditionné par la Commission européenne, j'arrive avec d'autres associations qui militaient pour un système d'alerte à faire voter cet article. Et aujourd'hui, on sort d'épisodes neigeux, on sort de tempêtes, on sort de feux de forêt où ce système il a permis d'éviter des morts, des blessés. Et ce n'était pas trivial. Il y a beaucoup de personnes chez les opérateurs et dans les ministères qui ne croyaient pas que le cell broadcast était une solution pour pouvoir doter la France, l'Europe, d'un système d'alerte performant. Je le rappelle, le cell broadcast a été créé en France en 1997, testé pour la première fois à Paris en 1997. Il a fallu près de 25 ans pour pouvoir mettre en place ce système-là en France, chez nous, alors qu'on l'a inventé. Alors, tu nous as donné une première piste de financement et les autres? Les autres, évidemment, je prends le cas des Nations Unies, je fais des exercices de tsunami, et donc j'ai des compagnies aériennes, j'ai des hôteliers, j'ai des collectivités qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche parce qu'ils sont conscients que l'euro qu'ils vont investir dans les associations que j'accompagne, ce sont des associations de radioamateurs, ce sont des associations de cartographes comme OpenStreetMap, ce sont aussi des associations de sécurité civile. Ils savent que 7 € mis dans des exercices ou les systèmes sur lesquels je travaille, c'est autant d'argent qu'on ne va pas dépenser au moment des crises. Et dernier financement, certains ministères, comme le ministère des Armées, qui m'a aussi aidé dans le cadre de missions d'innovation participative pour tester la pertinence d'utiliser par exemple des Raspberry Pi pour faire de la supervision aérienne. Donc moi, la leçon que je tire de ça, puisque ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille dans l'associatif aussi sur ces sujets-là, 15 ans que je suis vraiment là pour le coup sur le terrain. Je parle des exercices de tsunami qui est quand même ce qui me mobilise le plus au niveau de l'année en termes de fatigue, de ressources et de prise de tête. Un peu de public, un peu de privé et ensuite ce sont des associations et des fédérations ou des grandes organisations internationales comme l'UNESCO par exemple, qui, parce qu'ils mettent un tampon, parce qu'ils labellisent une action, vont permettre aussi qu'on nous fasse confiance et que l'on puisse derrière être convaincant pour pouvoir être accompagné et financé. Est-ce que tu fais partie de ces fous qui font encore de l'Internet over radio amateur? Ah oui, bien sûr. Alors, mon dernier exploit, c'est 13 novembre. Coupure électrique au campus de l'Espace où j'habite à Vernon en Normandie à cause d'un forage sur une ligne haute tension qui s'est mal passée. Et ça a été un vrai test pour moi parce que je me suis rendu compte à quel point, je le raconte à longueur de journée, on est vulnérable et on est très vite seul. Au bout de 45 minutes, alors moi j'avais du courant, d'accord, il n'y a pas de souci, mais le POP n'en avait pas. Plus d'Internet, fini, terminé. 2, les antennes relais, malgré les onduleurs et quelques réseaux secourus, au bout d'une heure, plus d'antennes relais. Ouais, normalement, elles durent une journée, les BTS. Non. La moyenne, c'est une heure ou deux, tout au plus. Alors, moi, j'avais été testé lors de la coupure électrique à Levallois-Perret. Elles avaient tenu une journée. Alors, sur des sites sensibles, ouais. Ok, il y a effectivement des sites sensibles à Levallois-Perret. Je ne dirais pas lesquels. Mais en moyenne, tu regardes les courbes de shutdown là, de Garance, Bellal, à La Réunion ou Kiaran et Domingos, qui sont les 2 tempêtes qu'on a eues en 2023, tu vois qu'au bout de 45 minutes, 1 heure, tu n'as plus rien. Et ça, c'est si tout va bien. Nous, on a des stations qui ont été inondées. Le groupe électrogène était aussi inondé. Là, c'est mon dernier exploit. C'est pouvoir, là, in vivo, j'ai une coupure de courant. Au bout d'1 heure, je suis tout seul. Est-ce que je peux envoyer un mail en VHF à une station qui était à une 50aine de kilomètres de moi, sur une machine que j'ai installée. Et donc, j'ai pu envoyer mon mail en VHF. Parce qu'en fait, on a encore, et pour ceux qui ont envie d'aller voir et qui ont envie de devenir radioamateur, on a quand même quelques systèmes hyper robustes, très rustiques, comme la X25. Vous pouvez compiler votre propre module AX25 dans le noyau Linux. Et on a encore de la X25, de l'audio X25 qui fonctionne hyper bien. Là, j'ai ma radio dans mon sac juste à côté de moi. Et donc, j'ai pu envoyer ce mail, entre autres, grâce à ce type de protocole, à une 50aine de kilomètres de chez moi. Alors, je n'ai pas envoyé de pièce jointe, c'était juste du texte brut. Mais je fais encore partie de ces fadas qui compilent le noyau Linux et qui savent envoyer des mails en VHF. Oui, la plupart des gens sont passés sur le satellite aujourd'hui. Même les téléphones portables aujourd'hui peuvent émettre des appels d'urgence via satellite.
Ouais, complètement. Mais le mien, évidemment. Mais si tu veux, je me dis toujours, alors, un, ça a un coût. Deux, on est encore dépendant. On est quand même soumis, et l'actualité récente nous le montre, aux éternuements de grands pays, de grandes nations qui décident du jour au lendemain qu'on n'a plus accès à certains services ou qu'on n'a plus le droit à certains visas, pour ne pas citer certains de nos dirigeants européens qui sont victimes de mesures de rétorsion. Donc, la souveraineté, c'est aussi ça. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants et aux résidents du campus. On doit maîtriser les sous-jacents physiques et techniques des technologies que l'on utilise. Alors, tu as aussi de l'actualité future. Apparemment, tu organises un défilé de mode. Ça, c'est la partie fun, qui est une partie sérieuse aussi. C'est l'Afro Fashion qui se tiendra pour la première fois à Paris, qui est un défilé de mode des meilleurs créateurs africains ou afrodescendants ici à Paris. Et l'idée, avec la directrice artistique qui est comme moi sensible aux maladies cardiaques, c'était d'équiper ses créations de capteurs de signes vitaux. Donc, à la fois de cardiofréquence-mètre, de myogrammes pour pouvoir mesurer l'activité électrique des muscles. C'est pas plus simple de le mettre dans une montre que de le mettre dans les vêtements? Si tu veux, j'ai tous les ans un petit contrôle technique à faire. On m'installe un holter et la montre, elle ne suffit pas. Donc, on va mesurer mon rythme cardiaque pendant une journée, toute une nuit entière. Et en fait, si tu veux, quand je fais ces contrôles-là, moi, ça va, ça me gêne pas trop d'être câblé. Mais il y a pas mal de gens qui n'ont pas envie qu'on leur pose des questions sur les appareils médicaux sur lesquels ils sont connectés en permanence. Le holter pendant 24 heures, c'est un cauchemar. Moi aussi, je passe par là. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'ai des gens qui me disent j'aurais aimé que ce soit plus discret, j'aurais aimé que ce soit moins intrusif, j'aurais aimé que ce soit moins lourd, j'aurais aimé que ce soit moins gênant pour dormir. Et l'idée, c'est de se dire pourquoi ne pas installer, avec toutes les technologies dont on dispose aujourd'hui, ces capteurs dans une seconde peau qu'on appelle un vêtement, un sous-vêtement, qui devient curatif ou préventif. Et donc, si on fait ça, Security by Design, est-ce qu'on peut déjà imaginer tous les risques inhérents à ces technologies qui sont forcément plus intrusives? Et donc moi, je trouve naturel qu'on fasse ce défilé ici, au campus cyber, pour justement mélanger en fait trois univers que j'ai vraiment dans mon cœur. J'étais très gravement malade en 2013. J'étais hospitalisé 1 mois et demi, connecté à des systèmes de réanimation et des moniteurs de signes vitaux. Je sais les difficultés des soignants, et donc j'ai envie ici, dans le cadre d'un événement récréatif, culturel, de mélanger l'univers médical à l'univers cyber et l'univers évidemment de la culture et de la mode, qui pour moi ne sont pas incompatibles, mais permettraient à des personnes atteintes de cancer, de maladies diverses et variées, d'accéder à des soins de manière non invasive, non intrusive, discrète, mais aussi sécurisée, puisqu'on a quand même un sui generis sur les données de santé. Au-delà de la vie privée, on doit être encore plus vigilant, évidemment, sur ces données de santé. Et donc voilà, c'est un peu, pour résumer un peu moi, ma baseline pour ce défilé. C'est clair que si je porte un slip connecté, j'aurais envie qu'il soit sécurisé. Complètement. Le cœur ne sache pas où tu es, ou qu'on ne déclenche pas ta pompe à insuline ou une pompe à morphine à ton insu, et que évidemment ça porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes dans les systèmes médicaux. Est-ce qu'il y a des équipements du Lab Cyber dont tu as pu avoir l'utilité? Alors, au lab, on a des imprimantes 3D. Donc là, ça me sert par exemple à fabriquer les châssis de satellites. Parce qu'on fabrique des CubeSats ici sur notre capacité à s'entraîner aussi sur de la cybersécurité spatiale. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans un Fab Lab. Les analyseurs de spectre et évidemment les USRP, les radiologiciels de National Instruments, enfin des TUS. Ça, c'est très intéressant pour toute la partie sur le plateau technique, analyse des signaux, la génération de signaux, la génération de signaux GNSS, des signaux de navigation pour du spoofing. C'est intéressant aussi de voir, et on l'a vu sur l'actualité récente, sur les perturbations des signaux des avions gouvernementaux, avec Ursula von der Leyen, sur du brouillage et ou de l'usurpation de signaux. Tout ça est hyper utile, et ça me permet aussi de tester les différents logiciels qui permettent de mettre en œuvre soit des vulnérabilités, soit d'en découvrir. Et là encore, je tire un coup de chapeau à Marisoft, puisqu'ils me permettent aussi, avec les résidents du campus, d'avoir une G-Note B, donc de pouvoir tester la 5G standalone. Oui, voilà. Alors, explique pour les auditeurs, c'est quoi une G-Note B? Alors, une G-Note B, c'est une antenne relais. Alors, l'avantage d'Amarisoft, c'est qu'ils ont réussi à virtualiser un réseau d'opérateurs 5G dans une machine Linux avec une carte radio. Tu fais tourner ça dans une cage de Faraday pour pas perturber ou...
Exactement, on a une cage de Faraday au lab et on peut aussi utiliser des bandes dédiées à la 5G ou à la 4G privée pour pouvoir tester. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir tester de 500 MHz à 6 GHz avec ces dispositifs-là, toutes les bandes possibles et imaginables. Et quand elles sont évidemment réservées aux opérateurs, ben là, cage de Faraday. Quand elles ne le sont pas, ben on peut tester en champ libre. Ça permet de tester les téléphones. On est même capable de faire du NTN, du Non-Terrestrial Network, avec ces matériels-là. Donc on est capable, et Cocorico, c'est nous. Ce sont des technologies françaises, ce sont des logiciels français. On est en capacité aujourd'hui de tester les conséquences ou des équipements, la sécurité d'équipements radio grâce à ce type de dispositif-là. Et évidemment, l'horloge atomique dont j'ai parlé précédemment, quand on a besoin d'une stabilité du temps qui dépasse le millionième, le milliardième de seconde. J'ai vu des tas de drones à côté, c'est toi aussi? Ouais, c'est un groupe de travail qu'on a aussi au campus sur la cybersécurité des drones. Et j'ai voulu ne pas partir tout de suite sur des grandes marques, même si elles font des très bons produits. Là encore, je suis reparti from scratch avec les contrôleurs de vol, les microcontrôleurs, les contrôleurs moteurs. Et donc, j'ai monté ces drones avec des élèves de 3e, avec des élèves de seconde, avec des élèves d'école d'ingénieurs sur les 4 domaines: air, terre, mer. Donc, il y a un petit bateau, un petit drone, un petit quadcopter et une voiture 6x4, donc 6 roues, 4 roues motrices, et un CubeSat, pour la partie drone spatiale, on va dire. Ça me permet de tester les 4 domaines où ces drones sont en capacité d'aller avec des problématiques ukrainiennes, puisqu'on a de la fibre optique et des transceivers optiques pour tester des drones filoguidés en fibre optique. Tu veux dire qu'il y a des tirs de drones autour du campus cyber? Sur le toit du campus cyber, on a de la LAD, de la lutte anti-drone acoustique. Donc, ce sont mes étudiants de l'ESILV qui ont travaillé sur un petit réseau de neurones avec TensorFlow pour pouvoir détecter la signature acoustique après entraînement sur des bancs d'essai moteurs. Donc, on a testé plusieurs types de couples moteur-hélice pour apprendre à ce réseau de neurones, à ce microcontrôleur, mais de détecter la signature acoustique d'un drone qui pourrait venir se poser ou naviguer autour du campus cyber. Ah oui, l'intérêt de la signature acoustique, c'est que ça marche sur les filoguidés, il n'y a pas besoin de... Voilà. Exactement. Même si on n'a pas de radio et qu'on a du brouillage, on est en capacité de détecter le drone au-dessus du campus. Donc peut-être on explique aux auditeurs, ce sont les drones qui ne sont pas pilotés par des moyens sans fil, mais avec une fibre optique qui se déroule au fur et à mesure que le drone avance. Aujourd'hui, l'état de l'art sur les drones filoguidés en Ukraine, en Russie et certains cartels criminels en Colombie, en Haïti ou au Mexique, l'état de l'art des bobines de fibre optique emportées sur les drones est de 60 à 65 km aujourd'hui entre le pilote et le drone tout au bout. Oui, ça existe déjà aux États-Unis depuis longtemps sur la détection de tirs à l'arme. Il y a des micros qui sont cachés dans les villes et qui permettent de géolocaliser les tirs d'armes. C'est ça, exactement. C'est exactement le même principe. Là, l'idée, c'est de l'appliquer à des trucs qui font bzit et qui volent au-dessus de nos têtes et qui potentiellement représentent des dangers. Alors pour ceux qui veulent profiter de toutes ces expérimentations et ces enseignements, on fait comment? On doit aller dans quel lycée? On doit aller dans quelle école? J'enseigne à l'ESILV, qui est mon employeur. C'est l'école supérieure Léonard de Vinci. C'est où je travaille à mi-temps. Et après, effectivement, au campus cyber, alors soit dans le cadre des Hacking Show ou auprès des écoles qui sont au campus, où parfois j'interviens. Donc on a Ethic, on a Innov, on a Epita, Epitech, Centrale Supélec parfois où j'interviens. J'interviens aussi à CYTech sur différentes thématiques et domaines. L'idée pour moi, c'est d'amener auprès de ces élèves ingénieurs, techniciens, hackers éthiques, comme je disais, résumé un peu tout à l'heure, apprendre à maîtriser les sous-jacents physiques et techniques des systèmes qu'ils vont mettre en œuvre. C'est important pour moi qu'ils comprennent que ces technologies-là, elles ne sont pas génération spontanée, qu'il y a des gens qui ont sué sang et eau pour que ce soit facile aujourd'hui, mais c'est aussi beau, comme on le voit avec FFmpeg en ce moment, de réapprendre l'assembleur pour optimiser nos systèmes. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais besoin de la part des auditeurs de No Limites Sécu? Des critiques, des retours d'expérience. Tout ce que je viens de raconter là, c'est eux, c'est vous. Des conseils, des encouragements, des critiques aussi. Je suis absolument pas fermé à ça. On ne peut pas tout bien faire, on ne peut pas être bon partout. Moi, j'aimerais vraiment faire avancer notre pays et notre continent sur les questions de cybersécurité automobile. On a ce qu'il faut, on a des logiciels, on a des matériels qui sont très peu onéreux.
J'aimerais vraiment que les constructeurs et encouragez-les et les équipementiers soient plus ouverts, qu'on ait, comme à l'étranger, comme sur des événements comme B-Sides, qu'on ait vraiment des caracs villages, B-Side Leeds, B-Side Mulhouse, enfin voilà. On a sur les B-Sides à Londres, à Birmingham, on a une culture en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, des cars hack village, et j'ai même vu des maritimes hack village. Donc j'aimerais beaucoup qu'on soit plus nombreux à faire des vrais démos avec du vrai matériel, avec des vraies voitures, des vrais bateaux, des vrais calculateurs sur nos différents événements cyber nationaux et internationaux. Donc on appelle aux constructeurs automobiles. Et équipementiers. Que, personnellement, je n'ai pas vu à Campus Cyber. Très peu. Je vais être très cash. Je vais vous donner la réalité de mon métier aujourd'hui. Vous faites de la cyber automobile? Ok, il me faut une voiture. Quand je demande à Toyota, je l'ai dans le mois. Quand je demande à Tesla, je l'ai dans la semaine. Quand je demande à BYD, je l'ai 24 heures après. C'est ça la réalité de mon métier aujourd'hui. Mais en fait, si vous voulez, moi, je suis un peu frustré parce que quand on veut des véhicules, on les sort en pool press pour aller faire la une des journaux spécialisés dans l'industrie automobile. Donc, je ne comprends pas que des rédactions aient accès à des pool press et des voitures d'essai et que nous, en cyber, on n'y ait pas accès alors que ce sont des sujets d'intérêt général, des sujets de sécurité nationale qui servent aussi des intérêts aussi de sécurité des personnes d'intérêt, des ministres, qui eux aussi se font voler leur voiture. Plus de 140 000 vols de voitures par an en France. On est champion d'Europe. Ça fait une voiture volée à peu près toutes les 4 minutes. Des voitures récentes de 3 à 5 ans. Donc, c'est la preuve que sur des véhicules récents sur lesquels on est censé avoir les dernières technos en matière de lutte anti-vol, on a des vols qui augmentent. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot ou des gens qui ne font pas forcément leur boulot. Et moi, tout ce que je veux, c'est vraiment qu'on progresse là-dessus. C'est vraiment une main tendue depuis presque 10 ans sur ces sujets-là. Oui, alors tu sais, j'ai vu les courbes de la cybersécurité. La courbe de la dépense en cybersécurité et la courbe du nombre d'incidents sont parfaitement parallèles et elles vont toutes les deux vers le haut. Donc l'investissement et le progrès n'apportent pas forcément des améliorations. Enfin, ils vont dans les deux sens, ils vont dans l'attaque et dans la défense. Bien sûr. J'aurais aimé qu'on conclue sur faites plus d'assembleurs, mais si tu veux. On est parti sur d'autres sujets après. Du coup, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Je pense qu'on n'est pas assez de techniciens ici au campus. Enfin, j'ai pas beaucoup de copains avec qui je mets les mains dans le cambouis. Évidemment, Fluxus, quand il vient, c'est sympa. Mais on n'est pas au giver. Mais voilà, j'aurais aimé qu'on soit un peu plus de techniciens et de personnes, ou de personnes qui ont envie de s'amuser avec ça. Il n'y a aucun problème qu'un commercial fasse de la technique. Au contraire, je pense que ça l'aiderait sur son métier au quotidien. Mais mon mot de la fin, c'est le matériel, c'est pas sale. Il faut vraiment qu'on retrouve un peu ce plaisir que l'on avait au début de la cyber de toucher, souder, programmer, y compris en assembleur, nos machines. Tu vas remonter au décodeur Canal+ et au télécart. Pas loin. Tu sais, déjà, quand tu es radioamateur, tu redescends encore plus bas. Et on va jusqu'au morse à ce rythme-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'interpeller, à venir au campus ou à venir nous rencontrer sur les différents événements cyber à venir. Eh bien, Gaël, merci beaucoup. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.